Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, je recevrai Monsieur Bagui de l'Université des Antilles qui nous parlera de l'offre de formation en mobilité. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 27 juin 2023 et dans le cadre du programme Interreg, les territoires de la Caraïbe orientale s'inscrivent dans un projet de développement des infrastructures qui génèrent de l'électricité grâce à la houle, des énergies marines renouvelables via une ressource infinie qui viennent s'ajouter à l'éolien, la géothermie et le photovoltaïque. Autant dire que la Guadeloupe est gâtée et a le choix. Regardez. C'est une initiative transfrontalière qui porte donc sur un projet de faisabilité du développement du potentiel des énergies renouvelables marines, à savoir utiliser les courants marins et la houle pour pouvoir générer l'électricité dans la Caraïbe orientale, c'est-à-dire toutes les petites îles des Antilles orientales. Les Caraïbes ont un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. C'est l'énergie renouvelable marine, mais aussi c'est l'énergie photovoltaïque, c'est l'énergie éolienne. Et il faut agir de façon concrète pour développer ce potentiel et arriver à un accès concret à une énergie qui permet la survie de notre planète et aussi l'indépendance des Caraïbes vis-à-vis d'autres régions. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le prix du kilowattheure dans la Caraïbe est l'un des plus élevés au monde. Et donc notre projet s'inscrit résolument dans une démarche pour améliorer donc, la capacité des ménages, la vie des ménages, mais également faire face à tous les défis en matière de changement climatique et en matière de transition énergétique. Un reportage d'Enzio Viviès et Maxime Morel. Et la commission de surveillance du syndicat mixte de gestion de l'eau était en visite de terrain sur un équipement à Baïf. L'occasion pour les membres de mieux maîtriser le volet de la production. Regardez. La commission de surveillance est une commission qui travaille avec le SMGAG. Ils ont pris l'initiative de cette visite et donc il était important qu'on soit à leur côté pour leur expliquer ce qu'on fait sur nos ouvrages. Et ça permet en même temps pour le directeur général que je suis d'avoir un contact direct avec mes agents exploitants et de les encourager dans le travail ô combien difficile qu'ils font au quotidien. Nous sommes membres de la commission de surveillance. Nous devons veiller à ce que les usagers soient très bien défendus, mais en même temps faire des propositions pour que la politique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe soit meilleure et pour qu'il y ait moins de gens qui souffrent par manque d'eau. Ce n'est pas toujours évident d'entendre pratiquement tous les jours les gens disent il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc nous sommes qui représentons les associations, les usagers d'une manière générale. Il est de notre devoir de venir sur le terrain et de constater nous-mêmes et aussi être en mesure de faire des propositions parce qu'il faut co-construire avec le syndicat une nouvelle politique de l'eau qui soit satisfaisante. L'homme qui n'est pas de terrain ne peut pas comprendre le travail de celui qui est sur le terrain. Donc, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes par rapport à la sécheresse. La rivière de Saint-Louis est une rivière normalement en moyenne qui débite 1300 litres seconde, hors couille. Et la rivière, avec la sécheresse qui vient de se passer, avec tous les cyclones, le cyclone Fiona, etc., le débit est tombé en dents de scie, des fois entre 200 et 400 litres seconde. Nous avons un droit de prélèvement de 600 litres seconde. Mais pour l'agriculture, et l'eau potable. 20% va à l'eau potable. Mais aujourd'hui, quand le débit descend à 200 litres seconde, et l'ADIA nous demande de laisser passer entre 170 et 180 litres seconde. Donc il ne reste plus rien pour la population. Or, la loi dit que l'alimentation humaine et la santé humaine
passe en priorité sur tous les autres secteurs. Donc nous avons fait ce que nous devrions faire pour alimenter la population, et en particulier les centres hospitaliers de Basse-Terre, centre hémodialyse, EHPAD, spectre médico-social, collège et lycée. Et il n'y avait pas d'eau pour tout ce monde, ce n'était pas possible. Mais on prenait tout ce qu'on pouvait dans la rivière pour pouvoir, pas satisfaire, mais permettre à tout un chacun d'avoir un peu d'eau. Mais c'est l'agriculture qui est en partie de cette opération, parce qu'il n'y avait pas une goutte d'eau pour l'agriculture. Et on enchaîne avec les journées ouvertes en biologie, informatique et mathématiques à l'Université des Antilles, les JOBIM. L'occasion pour les chercheurs de présenter ou découvrir les avancées scientifiques et techniques de la bioinformatique. C'est un champ de recherche multidisciplinaire de la biotechnologie où travaillent de concert biologistes, médecins, informaticiens, mathématiciens, physiciens et bioinformaticiens afin de résoudre des problèmes scientifiques posés par la biologie. Et pour ce faire, il faut aussi de grosses unités de calcul, des supercalculateurs comme on dit, et l'université est équipée. Regardez. Les JOBIM, ce sont les journées ouvertes en biologie, informatique et mathématiques. Donc c'est une conférence scientifique annuelle. Et là, c'est la première fois que cela se déroule aussi en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, à l'Université des Antilles. L'objectif premier, c'est de diffuser la science bioinformatique française, voilà, qui se passe dans le territoire national et de diffuser au maximum ce qui se passe comme innovation technologique au sein de la communauté bioinformatique. Pour nous, pour le Centre commun de calcul intensif, ça fera que plus d'utilisateurs viendront pour nous demander des heures de calcul et demander des ressources pour pouvoir faire leurs travaux en bioinformatique. Voilà, pour la Guadeloupe, on a, je pense, un exemple, plusieurs informations, plusieurs innovations. Là, il sera peut-être, il y aura cet après-midi justement, on a l'occasion de recevoir le professeur Olivier Gros qui va nous parler de la bactérie géante qui a été découverte, qu'ils ont découvert en Guadeloupe avec son équipe. Donc je trouve que c'est une très belle innovation pour la Guadeloupe. Et oui, c'est bien en Guadeloupe qu'il y a ce type d'appareil. Et depuis 2003, le premier est arrivé en Guadeloupe. Bon, actuellement, c'est en 2021 que le nouveau a été livré. Donc, c'est un ordinateur qui a 1000 cœurs et qui permet à tout un chacun de la communauté de recherche de trouver les moyens de calcul intensif. On espère que ça suscite des vocations, notamment pour les jeunes, et que la bioinformatique soit plus mise en avant, plus reconnue, et qu'elle puisse attirer plus de jeunes et qu'on puisse s'intéresser à cette discipline. Un reportage de Charlie Dagonia. Le Coredaf et la Mutualité française organisaient une conférence débat sur l'adolescence et le cannabis. Ce neuroleptique peut avoir de graves effets sur ce public dont le cerveau n'a pas fini de se développer. Des consommateurs de plus en plus jeunes qui révèlent des défaillances dans la prise en charge de nos enfants. Regardez. Aujourd'hui, nous avons choisi donc de parler de l'adolescence puisque c'est une problématique intéressante et qui nous paraît aussi être aujourd'hui préoccupant puisque nous avons des jeunes qui consomment de plus en plus tôt et il semblait qu'aujourd'hui, il fallait que les gens sachent comment aborder la question parce que quand un enfant pose la question à un adulte, que ce soit ses parents ou une tante, un tonton, une voisine, il faut au moins que cet adulte-là soit au fait des choses pour pouvoir répondre aux questions du jeune. L'adolescence, c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période de construction sociale, c'est une période de bouleversement, de construction d'identité, mais c'est aussi la période adéquate pour pouvoir construire un socle de bonne santé. Souvent, on confond deux choses. On peut avoir une consommation récréative et ne jamais être dépendant. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui vont faire, des adolescents qui vont faire l'expérimentation d'un produit et qui vont poursuivre leur vie. Vous avez d'autres qui auront des blessures et en fait, le produit va être l'amplificateur de ces blessures et il y aura un arrêt net de leur insertion, de leur parcours de vie et quelquefois, ces derniers vont décrocher de tout
et vont devenir dépendants du produit. Il existe des risques, des complications à la fois psychiatriques et non psychiatriques. Déjà, il faut comprendre que l'adolescent n'a pas fini de maturer au niveau de son cerveau. Le cerveau finit de se maturer, on va dire, aux environs de 25 ans. Peuvent apparaître en tout cas des troubles tels que des troubles psychotiques, malheureusement, surtout si on a commencé à consommer très jeune, donc avant 15 ans, et qu'il y ait une consommation qui soit continue. Aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a des consommateurs de plus en plus jeunes, mais on oublie de regarder et de faire le bilan de tout ce qui n'a pas fonctionné en matière de prise en charge des enfants, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de la société, puisque la société propose des alternatives lorsque les parents sont dits défaillants. Et même ces structures-là n'ont pas vraiment joué leur rôle. Il est important de connaître les challenges, les défis, les particularités d'une adolescence entre guillemets dite normale pour pouvoir s'adapter à l'adolescent en construction et l'accompagner au mieux dans cette période de transition qui est capitale pour lui, qui va laisser donc des traces parfois très profondes dans l'adulte qu'il sera demain. Un reportage d'Olivier Moradel. Et maintenant, je reçois Aliette Pacom-Isidore, directrice du Centre de préorientation et unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale. Elle est en compagnie d'Agnès Nago, assistante de service social au sein de ce même organisme. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, votre établissement, donc, qui est un établissement médico-social qui accueille des personnes atteintes de lésions cérébrales et de traumatismes crâniens, célébrera donc ses 20 ans d'existence ce vendredi. Voilà, le donc, 30. 20 ans d'existence quand même. Oui. Je faisais un petit débrief avec vous hors plateau. Vous êtes membre de l'APAGE. Oui, alors l'établissement a été créé par l'association APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés, qui compte cette association 45 ans d'existence en Guadeloupe. Alors, quel est votre rôle justement au sein de cette association ? Alors, moi, je dirige l'établissement qui s'appelle le CPO UEROS. C'est une unité d'évaluation pour personnes victimes de lésions cérébrales et de traumatismes crâniens. Notre public, ce sont les traumatisés crâniens par accident de la voie publique, accident de chantier, accident domestique, on peut tomber de l'escalier, aussi des agressions et des personnes victimes de lésions par des AVC. Des tumeurs. Votre champ est très large. Voilà, des AVC, des tumeurs et des maladies qui touchent le cerveau. Donc, à partir du moment où on est victime d'une lésion cérébrale, on passe directement par vos services ou il y a des démarches à opérer ? Non. Alors, d'abord, il faut que les blessures soient prises en charge par le milieu hospitalier. Les personnes sont évacuées, sont soignées. Et après la guérison des blessures, elles sont orientées vers les établissements qui font la rééducation pour voir ce qu'elles peuvent récupérer par rapport aux séquelles qui restent après ces traumatismes-là. Et une fois ces 2 temps-là passés, à ce moment-là, elles peuvent être orientées vers le CPO UEROS. Ça se passe par le biais de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui leur procure une notification et à ce moment-là, elles peuvent se rapprocher de l'établissement. D'accord. Et votre service s'occupe donc de toute la Guadeloupe ? Oui, alors il y a une UEROS par département, c'est celle de Bémao, qui s'appelle Emmanuel Albon. À Bémao, il y en a une en Martinique et pour l'instant, il n'y en a pas encore en Guyane, mais c'est une UEROS pour tout le département. D'accord, on imagine que vous avez beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai, il y a du boulot. Combien de personnes à peu près par an transitent par vos services ? Comme ce sont des handicaps qui sont difficiles, vous savez, parce que ce sont des accidents de la vie qui touchent le commun de mortels, notre population est de 20 personnes par année. Nous fonctionnons par session de 5 mois, 2 groupes de 10. D'accord, donc vous les gardez pendant 5 mois. Voilà. Ah. Ça peut être un petit peu plus aussi. Tout dépend de comment s'est passé l'accompagnement. Si les 5 mois n'ont pas été suffisants, on peut prolonger encore 5 nouveaux mois. Alors, donc ça peut aller entre 5 et 10 mois. 5 et 10 mois. Oui. Ah, quand même, ça fait quand même... Oui, c'est nécessaire. Un petit temps assez long. C'est nécessaire. Oui. Donc comment ça se passe justement pour la prise en charge ? Alors pour la prise en charge, il faut savoir que nous sommes donc une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons parmi le personnel une neuropsychologue donc qui s'occupe de tout ce qui est de faire des bilans au niveau donc du cerveau, une orthophoniste, une éducatrice technique spécialisée. En tout cas pour la prise en charge. Donc moi-même, assistante de service social. L'équipe se compose également d'un chauffeur et d'une secrétaire comptable. Donc au niveau de la prise en charge, il faut savoir que les personnes
viennent faire ce qu'on appelle des sessions d'évaluation. Donc, les premiers mois, ce sont des mois d'observation. Ensuite, donc, il y a toute la partie donc, des bilans pluridisciplinaires. Par la suite, il y a la partie consacrée donc, au stage professionnel. Donc, en fonction de ce qu'on appelle dans le jargon du social le PP, donc le projet personnalisé, des personnes qui veulent donc concrétiser des projets professionnels. Donc, il y a la partie rééducation et vraiment la partie réinsertion. Voilà, exactement. Alors, rééducation, on va plutôt parler de réadaptation. Réadaptation. Voilà. Et donc, les personnes partent en stage. Donc, ça peut être des stages d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en fonction donc, du projet personnalisé de la personne. Et par la suite, donc, on va donc élaborer le projet avec ces personnes et on va les accompagner. Alors, il faut savoir qu'il ne s'agit pas uniquement de projets professionnels, il peut également s'agir de projets sociaux, des projets de vie. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui ont effectivement eu des accidents de parcours, des accidents de vie. Donc parfois... Elles ne récupèrent pas toutes leurs facultés ? Elles ne récupèrent pas toutes leurs facultés et elles ont besoin justement de pouvoir acquérir un peu plus d'autonomie pour pouvoir tout simplement vivre de manière autonome. Sans forcément passer par la voie professionnelle. Ce sont des personnes qui veulent juste réapprendre certains gestes quotidiens de la vie, tout simplement. Et qu'est-ce qui est le plus difficile justement au quotidien ? Alors, au quotidien, c'est plus, on va plutôt dire les gestes de la vie quotidienne, par exemple, ne serait-ce que faire à manger, cuisiner, par exemple, être autonome sur les démarches administratives, pouvoir se déplacer, voilà, tenir compte de l'environnement pour pouvoir vivre tout simplement. Je prends un exemple, les transports, pouvoir accéder à des transports correctement pour aller faire ses démarches ou même se déplacer, accéder à des loisirs, c'est un peu compliqué pour certains. Voilà. Tout simplement la vie autonome d'une manière générale. Mais vous les conduisez donc vers l'autonomie ? Absolument, tout à fait. Dans tous les cas ? Tout à fait. Très bien. Donc 5 à 10 mois pour y arriver ? Pour y arriver, voilà. Donc pour travailler donc, le projet personnalisé, autour notamment donc, de l'aspect professionnel et de l'aspect social. Très bien, voilà. Très bien. Alors, ce vendredi, vous célébrez les 20 ans ? C'est ça. On va un peu plus communiquer ? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc on a ouvert en juin 2003. Donc ça nous fait exactement 20 ans cette année. Donc on veut un petit peu rappeler à la population l'existence de l'établissement et surtout quel est l'accompagnement qui est proposé aux personnes que nous accueillons. Voilà, comment se passent les 5 mois, à quoi on peut s'attendre quand on vient chez nous, quelles sont les orientations qu'on peut proposer et comment ces personnes-là, parce qu'on va leur donner la parole, elles seront là, les familles seront là. Madame Nago a omis de dire que nous avons aussi des médecins qui travaillent avec nous, donc médecins en rééducation fonctionnelle. Toutes ces personnes-là seront là pour pouvoir répondre aux questions du public. Voilà. Il y a tout un programme pour la journée. Alors, un programme riche, un programme très intéressant. Et d'ailleurs, justement, on en profite pour convier les personnes à venir jusqu'à nous, justement, le vendredi 30. Alors, durant cette manifestation, on a fait le choix de mettre à l'honneur ce que nous, on va appeler nos vaillants. Alors, les vaillants. Les vaillants. Que sont les vaillants ? Les vaillants, ce sont donc les personnes qui sont passées par chez nous et qu'on a appelées par cette dénomination, parce que ce sont vraiment des vaillants. Il faut être vraiment résilient pour pouvoir faire preuve de résilience pour pouvoir justement s'en sortir après des accidents et des événements traumatiques comme ça dans sa vie. Donc, on va mettre à l'honneur nos vaillants. Donc, ils seront sur des stands. Ils vont organiser la manifestation avec nous. Ils vont prendre la parole, ils vont témoigner. On aura même un peintre plasticien qui va nous faire une œuvre pendant la journée. On va la présenter à la fin. Bref, on aura les vaillants pendant toute cette journée avec nous et on va vraiment les mettre à l'honneur. C'est le choix qu'on a fait pour cet anniversaire, pour ces 20 ans. On rappelle que vous vous occupez de personnes qui ont des lésions cérébrales. Des lésions cérébrales. Quand on a un bras cassé, on peut localiser, mais les lésions cérébrales, il s'agit effectivement de handicap invisible. On parle de handicap invisible, effectivement. Alors, on va quand même rappeler que les lésions cérébrales, ce sont vraiment les atteintes au cerveau, que ce soit par accident, comme a dit Madame Pacom tout à l'heure, par accident ou par maladie. Donc, voilà. Donc, on va définir toutes ces choses-là pendant cette manifestation, justement pour que le public puisse avoir accès à toutes ces informations, parce que c'est très important. C'est vrai que le handicap invisible n'est pas forcément très connu, n'est pas très développé, donc on va en profiter justement pour pouvoir... On va saisir la bonne. Voilà.
en parler pendant Souvent, cette on ne prend pas manifestation. assez la mesure de la gravité aussi. Absolument, de tout ce à type fait. de lésion. Absolument. Une plaie ouverte, bon, ça parle, il y a le sang, tout ça, mais c'est vrai que les mal-être internes, ça peut être très pénible et c'est vrai que c'est difficile je vous donne à soigner. un petit exemple très rapide. Je pense que les personnes qui vont nous regarder vont s'y retrouver. Vous allez par exemple à la banque postale, pour ne pas les citer. Les personnes, quelqu'un qui en apparence n'a aucun problème visible va présenter une carte pour dire voilà, je suis en situation de handicap, est-ce que je peux passer? On va lui dire ben non, au handicap, voilà. C'est une réalité. Et là justement, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On va expliquer aux gens de manière à dédramatiser un petit peu tout ça et à éviter de stigmatiser les personnes. Très bien. Et le mot de la fin pour Madame la Directrice. Et surtout, ce sont les personnes concernées qui vont pouvoir s'exprimer. Voilà, dire vraiment comment elles ont vécu cela, comment elles sont arrivées à s'en sortir. Voilà, quelles sont les pistes qu'on leur a données, comment on les a accompagnées, quelle est l'utilité de l'établissement aussi. Voilà, puisqu'il faut savoir qu'avant que nous existions en Guadeloupe, les personnes partaient, quittaient le département pour pouvoir avoir une prise en charge donc en Hexagone. Pour pouvoir être évaluées à l'extérieur. Alors que maintenant, ça peut se faire en Guadeloupe, chez nous directement avec les personnels formés, voilà, diplômés, formés pour pouvoir les accompagner au mieux. Une très bonne chose. Et donc, vos portes seront ouvertes ce vendredi 30 à partir de 8h30. 8h30 jusqu'à 13h30 à peu près. Au CPO Yoros, alors on va juste rappeler où nous nous situons. Alors nous sommes situés en face du centre médical Les Acacias à Bémao. Donc sur le boulevard de Destrélan. C'est vraiment pas difficile à trouver. Pas du tout. Une fois que vous voyez le centre médical Les Acacias, on est juste en face. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Merci à vous d'être venu sur ce plateau ce soir et tout le travail que vous opérez justement avec toutes ces personnes qui ont des lésions cérébrales et qui ont besoin effectivement d'un accompagnement pour pouvoir se réinsérer. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Et avant leur départ en vacances, les élèves de CM2 de l'Académie reçoivent tous un livre, une manière d'inciter les enfants à continuer leurs apprentissages pendant les 2 prochains mois. À l'école Auguste-François de Goyave, ils ont récupéré l'Odyssée d'Homère. Bon, un ouvrage de science-fiction, mais c'est déjà pas mal. Regardez. On a eu une année qui a été particulièrement riche et on a été aussi heureux de voir qu'une grande partie de l'année s'est passée dans des conditions plus simples que les années Covid. Donc ça nous a permis aussi d'accompagner au mieux les élèves. Nous avons travaillé beaucoup sur les compétences, le savoir-faire. Nous avons mis en place, par exemple, dans cette école, le quart d'heure de lecture, mais qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a vraiment un travail très important pour faire progresser les élèves sur les savoirs fondamentaux. Et nous travaillons de plus en plus aussi sur tout ce qui est lien à la fois maternel et élémentaire, et puis bien sûr aussi entre le CM2 et la 6e, pour permettre plus de fluidité dans les écoles ou les classes charnières et permettre aux enfants de mieux réussir. C'est notre opération nationale. Tous les enfants de CM2 reçoivent un livre pour les vacances. Ici, nous avons reçu les livres en amont. Et donc cette opération solennelle, c'est aussi pour marquer le passage en 6e, mais aussi inviter nos élèves à découvrir ce récit. Il y avait une seule manière de se faire raconter des histoires. Écouter un poète qui déclamait en vers s'accompagnant de sa cithare les aventures fabuleuses et souvent imaginaires. Oui, moi j'aime bien lire, mais quand j'ai le temps. Il est important aussi que les élèves préservent et renforcent même leurs acquis pendant les périodes de vacances scolaires. Et un livre comme celui-ci, qui est un livre pour les vacances, a vraiment cet objectif. Continuer à lire pendant les vacances et faire aussi apprécier cette activité qui est très enrichissante pour eux. J'aime un peu lire, je ne lis pas beaucoup, mais l'illustration, déjà, elle a l'air bien. Ça parle d'aventure et j'aime bien les livres où il y a des aventures dedans. Notamment le titre, il a l'air bien et les illustrations aussi, ça donne envie de lire le livre. On dirait qu'il y a plein d'illustrations très jolies et il a l'air passionnant. Donc pendant les grandes vacances, même en fin d'année, je vais commencer à le lire et je pense que je l'aurai fini dans pas longtemps parce que j'aime beaucoup la lecture. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.